Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis très contente de vous présenter une interview sur le sujet de la permaculture. La permaculture en tant que philosophie, en tant que mode de vie écologique. Et pour cela j'ai invité mon amie Aurélie Ruland que j'ai rencontrée à Bali l'année dernière et que j'adore et qui est une femme exceptionnelle et très très intéressante. Donc je suis très très contente de vous partager la connaissance en fait de cette personne et de tout ce qu'elle a à nous partager. En première partie de l'épisode, elle va nous parler beaucoup de son parcours, de sa jeunesse et de tout son parcours en fait dans le milieu du bien-être holistique qui est très intéressant, toute sa sagesse. Et ensuite on va plus parler de permaculture, voilà, quelle est cette philosophie qu'on peut autant amener dans notre vie que dans notre jardin. Et donc voilà, j'espère que vous passerez un très bon moment et que vous apprendrez plein de choses. C'est un épisode qui fait pas mal écho à l'épisode que j'ai publié la semaine dernière sur la jonction entre la naturopathie, l'alimentation végétale, etc. pour avoir un mode de vie qui soit reconnecté en fait à la nature, à la terre, etc. Donc voilà. Et avant de commencer l'épisode, je voulais vous rappeler que les soldes Urom, la marque d'extracteur de jus avec laquelle je suis partenaire, les soldes se terminent dans 10 jours, le 10 février, à l'heure où je vous parle, on est le 30 janvier. Donc il vous reste 10 jours pour profiter des soldes pour obtenir ces superbes extracteurs de jus. Voilà, si vous écoutez cet épisode et si vous écoutez mon podcast, c'est que vous aussi vous avez envie d'avoir une alimentation régénératrice de la terre, une alimentation régénératrice de votre santé. Et avoir des jus de légumes maison, c'est vraiment une solution imparable pour avoir cette alimentation régénératrice de notre santé et un mode d'alimentation écologique. N'hésitez pas à aller chercher toutes les infos par rapport à tout ça dans ma story à la une. Je mets le lien dans la description de l'épisode et le code de réduction jusqu'au 10 février, c'est Louise Solde au singulier. Je vous fais plein de bisous et je vous souhaite une bonne écoute. C'est parti! Hello Aurélie, comment ça va? Eh bien écoute, ça va très bien. Je suis très contente d'enfin pouvoir faire cette interview avec toi depuis le temps qu'on en parle. Oui, moi aussi, je suis trop contente de t'inviter dans mon podcast parce que t'es une de mes plus belles rencontres en 2022. Oh, c'est trop cute! Oui, et puis t'es trop intéressante. J'ai trop envie que les gens ils boivent tes paroles. Bah écoute, on va voir. Mais en tout cas, ouais, c'est un plaisir de pouvoir partager sur ton podcast aussi, et parce que je les écoute tous. Oui. Et j'adore aussi ta manière d'aborder les choses, la vie qui te ressemble beaucoup, et du coup je trouve que c'est très singulier et ça casse un peu les codes aussi qu'on voit partout, donc c'est très, très intéressant, je trouve. Merci. Bon, alors on va commencer l'interview. Je vais d'abord tout simplement te demander de te présenter, de nous faire un petit peu une petite vue de ton parcours personnel et aussi professionnel, puisque tu as une vie professionnelle très très intéressante. C'est un mélange de tout, ouais, effectivement. En fait, c'est tout ce qui s'est passé dans mon enfance, en fait, qui a fait toute cette quête que j'ai pu faire en fait assez jeune, et du coup qui a abouti à un parcours professionnel en lien avec ça, en fait, parce que une fois alors, guéri, c'est un grand mot, hein, mais je veux dire, on n'est jamais abouti. Mais en tout cas, quand je me suis sentie prête à transmettre les transformations que j'ai faites pour arriver à m'en sortir selon les différents événements de mon passé et les différentes expériences, du coup, après, j'ai eu envie de transmettre et après, j'ai créé des activités. Mais pour revenir au début, en fait, ça a commencé donc assez jeune par des événements effectivement traumatiques d'abus. Et ensuite, à 16 ans, par exemple, j'ai perdu mon amoureux. Ça a été un très fort événement déclencheur dans ma vie qui m'a permis de comprendre aussi tout ce que je ressentais par rapport à ce que je pouvais ressentir depuis petite sur
ces présences que je sentais, personne m'expliquait, etc. Je savais pas ce que c'était, et quand j'ai perdu Michael, du coup, et que je suis entrée en contact avec lui après sa mort, du coup, ça aussi, c'est un événement qui a énormément changé ma vie et qui m'a aussi, quelque part, après des événements traumatiques, j'ai rencontré un ange, et la vie m'a enlevé cet ange. Donc pour moi, ça a été une très très forte douleur, hyper intense. Et c'est en ressentant cette douleur, en ressentant ce manque, ce vide, cette déchirure dans le cœur, en fait, que je suis rentrée en contact avec lui. Et là, j'ai fait ma première sortie de corps. Et du coup, ça a été un événement incroyable où je me suis dit, là, mais il y a des trucs qui se passent. J'avais que 16 ans, donc je savais pas trop, mais en attendant, ça avait semé déjà en moi cette quête d'aller chercher, d'aller comprendre, et de comprendre que on n'était pas tout seul, que la mort, c'était pas la mort vraiment, qu'en fait, il restait quand même quelque chose. Enfin voilà, ça m'a invité à me poser des questions et à commencer à cherchouiller un petit peu à droite à gauche. Et puis j'ai eu aussi un cancer de l'utérus à l'âge de 18 ans. Donc la maladie entrant dans ma vie par rapport... je me suis intéressée aussi à qu'est-ce que ça voulait dire. Ça commençait à m'intriguer un peu, ces maladies. Pourquoi forcément utérus? J'ai fait le lien aussi avec mon enfance, mais avant de faire tous ces liens, j'ai continué à chercher. Et donc je me suis retrouvée très tôt à aller dans des salons du bien-être. Donc moi j'ai 43 ans, donc il y a plus de 20 ans du coup. Et à cette époque-là, c'était pas comme aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on nous prenait un peu pour des perchés, c'était un peu les salons des sorciers, les endroits où il y avait que des gens chelous, considérés comme chelous, où tu avais des énergéticiens, des gens qui avaient la foi dans certains domaines, les premiers ostéopathes, enfin voilà, toutes ces personnes-là qui étaient plus en marge à l'époque, et du coup qui avaient des discours différents de la médecine classique, des trucs classiques. Et donc là, ça a commencé à me plaire. J'ai commencé à traîner un peu dans ces milieux-là, à faire plein de soins différents avec des gens différents, à consacrer... j'avais très très peu de budget très jeune, parce que j'étais tout simplement salariée en tant que vendeuse en parfumerie, mais il y avait une grande partie de mon budget qui passait là-dedans, tout le temps, tous les mois. Donc j'ai exploré énormément de choses. J'ai rencontré des centaines de thérapeutes, je pense, vraiment. J'ai fait des tonnes de choses. Et petit à petit, j'ai compris des choses. Ça m'a apporté quelques réponses. Ça a appelé l'oignon, on va dire, petit à petit. Et c'est pas fini, hein. J'ai encore plein de choses à explorer. Et c'est trop cool, en fait, j'adore. Parce que c'est parti de beaucoup de souffrance, et petit à petit, j'ai moins souffert, parce que je me positionnais énormément comme une victime aussi, très jeune, et c'est en abordant ce parcours-là que j'ai compris que ce qui pouvait arriver, en tout cas, c'est ce que je considère, n'est pas forcément un hasard, et que ça sert sur ce que tu dois expérimenter et sur ce que tu dois après rayonner, en fait. Bon, après c'est tout un truc qui me parle à moi, mais voilà, en tout cas ça me faisait du bien. J'étais toujours je me taille les veines d'un côté et je fais c'est un peu l'histoire de ma vie, et je fais des trucs chouettes de l'autre, parce que j'ai expérimenté aussi à une vingtaine d'années les drogues, j'ai consommé énormément de choses, j'ai été très loin dans les abus aussi de tout ça, donc quelque part je prenais soin de moi d'un côté, j'allais voir des thérapeutes, et de l'autre j'ai expérimenté des choses assez dark. Et des expériences un peu n'importe quoi, parce que j'étais construite vraiment sur cette contradiction. Et puis vu que j'avais, comme beaucoup de gens, eu des blessures, quand tu commences à aller mieux, en fait, tu fais un espèce de retour sur merde, ça va trop bien. Je connais pas quand ça va bien, en fait, vraiment. Donc du coup, souvent l'autosabotage, il vient de là aussi, parce que c'est nouveau, en fait, cette zone de bien-être, et on la connaît pas, en fait. Donc du coup, on se tire un peu des balles dans le pied parfois, parce qu'on retourne dans une zone qu'on connaît. Voilà, et ces allers-retours, effectivement, je les ai trouvés, je les trouve toujours très constructifs, sauf que quand on est en bad, on n'est pas très constructif, on est d'accord, mais c'est avec le recul.
Et en fait, moi, ce que j'aime, pour rebondir sur ce dont on va pouvoir parler après, c'est justement de ne pas être dans le dogme, et le fait d'avoir touché à toutes ces pratiques très tôt et d'avoir été voir plein de thérapeutes différents, faire plein d'expériences différentes, ce que ça m'a appris, c'est que la vérité est partout et dans tout, en fait, entre guillemets, et dans rien, quoi. Et que, en fait, c'est super d'expérimenter, de voir ce qui nous correspond. Je pense toutes les techniques et les méthodes ne correspondent pas à tout le monde, et des fois ça correspond à un moment de ta vie et après ça te parle pas à un autre moment. Donc en fait, ce qui est chouette, c'est de se laisser guider vers ce qui t'appelle. Des fois j'ai pu passer 2 ans avec un thérapeute, des fois je l'ai vu qu'une fois, des fois ça a été 6 mois, ça dépend où j'habite, ça dépend où je suis, ça dépend ce que je fais, ça dépend qui je rencontre. En fait, je fais confiance aussi à ce que la vie me présente sur mon chemin. Et quand tu mets en plus le focus sur une intention, que tu veux guérir un truc en particulier ou explorer en tout cas, on t'amène toujours les gens qu'il faut. Et même quand c'est pas des expériences agréables, ou qui te brassent, où tu te dis ce thérapeute-là je l'aime pas, il y a un truc, voilà, il y a un truc intéressant à découvrir derrière, ça a certainement levé quelque chose. Donc voilà sur le parcours. Donc ce qui fait que vers l'âge de... j'ai dû quitter le salariat à 27 ans, je crois. Et là, j'ai décidé de suite à une rupture... pas une rupture, mais un départ, une demande de départ volontaire suite à une restructuration de l'entreprise. Du coup, j'ai dit, allez, go, j'y vais. Je savais pas du tout ce que j'allais faire. Ce que je savais, c'était que je voulais arrêter de travailler pour des gens et mettre ce que j'avais compris au service des autres, en tout cas à ma mesure, mais je savais pas comment j'allais pouvoir manifester ça, parce que du coup j'avais pas trop d'identité dans tout ça, parce que j'avais fait tellement de thérapies différentes que tu vois, je savais pas si je voulais me mettre en tant que ça, j'en savais rien, puisque pour moi j'arrivais pas à choisir parmi toutes ces thérapies aussi. Tout ce que je savais, c'était que je voulais aider et je voulais travailler pour moi. Donc j'ai choisi de partir en départ volontaire sans savoir la suite, donc un peu ce que je vis aujourd'hui. Et je me suis dit, allez, Inch'Allah, on verra bien ce qui se présente. Vu que je m'intéressais beaucoup à la loi de l'attraction, à tous ces trucs-là déjà depuis longtemps, c'était la très belle occasion, là, pour le coup, de se jeter dans le vide et de, allez, on va voir si ça marche. Bon, je savais que ça marchait sur plein de choses, j'avais expérimenté, mais là, du coup, quand t'arrêtes de recevoir des revenus quand même, et que tu te dis, voilà. I know. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe, quoi. Donc, souvent, les questions, c'était tout de suite de qu'est-ce que tu vas faire après, exactement les questions qu'on me pose actuellement. Et en même temps, chaque fois je répondais, je ne sais pas en fait. Ce que je veux déjà, c'est faire un retour à moi, ne plus avoir aucune obligation, aller voir mes amis quand j'ai envie d'aller les voir. Si j'ai envie de rien faire, je fais rien. Si j'ai envie d'aller marcher, je vais marcher. Me faites pas chier avec qu'est-ce que je vais faire après. Pour l'instant, j'ai juste envie de vivre et de kiffer ma life. Après, on verra. Et en fait, le fait de faire ça, et de me détacher complètement de la pression de mes parents qui m'avaient dit oui, tu quittes un CDI, tu te rends compte, etc. Enfin voilà, les croyances de l'entourage en fait, et puis les peurs des gens en général. Donc en fait, je savais pas trop quoi faire, comment manifester ça, et puis je me suis dit allez, je me laisse porter par le flow, je vais bien voir. Et du coup, le fait d'être moins obligé de faire plein de choses, nos ressentis, notre intuition est beaucoup plus développée, puisqu'on est beaucoup plus centré sur nous. Et puis un matin, je vais à ma boîte aux lettres et là je trouve un petit fascicule sur l'Ayurveda d'une de mes voisines. L'Inde, ça m'avait toujours un peu appelé et tout ça. Je connaissais un peu l'Ayurveda mais pas trop, et je me suis dit tiens, je vais prendre rendez-vous avec cette femme et je vais bien voir. Et de là, je prends rendez-vous avec cette femme pour faire un soin du... Et quand elle m'a fait le soin du dos, j'ai eu les genoux qui se sont remis en place en mode Robocop quoi. Wow. Ça m'a fait une sensation en fait incroyable. Alors c'est pas forcément le soin ayurvédique qui fait ça, mais du coup, ça a été comme un espèce de message. Tu vois, en même temps, j'ai eu une espèce de vision, genre Robocop, les genoux qui se remettent en place et tu traces sur le chemin. Enfin, je sais pas, ça m'a fait comme une révélation. Je me suis dit, putain, faut que je fasse ça. Et donc, en discutant avec elle, elle me dit, si tu veux être formée, tu peux aller soit à l'école de Tapovan à Bordeaux, soit il y a une femme que je connais pas qui s'appelle Eva, et va la voir, peut-être, elle est enseignante, c'est une jeune enseignante, plus jeune que toi même, mais apparemment elle est chouette, voilà. Et donc du coup je rentre chez moi et je me dis je vais contacter cette Eva que je connais pas, mais je sens que c'est elle aussi. Donc ensuite je pars à Toulouse
au final pour faire une formation avec elle. Je la fais courte pour que ça aille plus vite quand même. Et donc là, c'est pareil, ça a été incroyable. En fait, ce que j'ai aimé dans l'Ayurveda, pour rebondir après sur la permaculture, c'est que c'est une philosophie de vie et que ça tient compte du tout. Donc en fait, on passe par la nourriture, on passe par les pratiques, on passe par le corps, donc le toucher, le massage, les cures aussi de soins, etc. C'est vraiment holistique, ça tient compte du tout. Et quand il y a quelque chose, on regarde ton enfance dans les bilans ayurvédiques, on pose plein de questions, etc. pour arriver à déterminer... tu as déjà fait un podcast d'ailleurs avec une personne qui a parlé un peu de ça. Une espèce de nature et enfin bon bref, après je vais pas développer l'Ayurveda en naturo, ça revient là-dessus aussi, voilà. Et du coup j'ai expérimenté ça pendant plusieurs... En fait, si tu veux, l'Ayurveda j'ai beaucoup aimé, mais en même temps ça me donnait une espèce d'étiquette pour avoir ma légitimité, ce que souvent les gens recherchent, parce que j'ai pas vraiment pratiqué 100% l'Ayurveda après. Moi, je me suis servi d'avoir ça sur ma carte quelque part et j'ai beaucoup appris dans l'Ayurveda, mais après, quand je donnais des soins ou que je faisais des séances, en fait, j'étais plutôt un peu comme une psychologue et en même temps, je travaillais l'alimentation. Je travaillais en fait ce que la personne avait besoin quand elle venait me voir et après, j'adaptais, je la touchais, je la massais, je faisais que parler. En fait, j'adaptais selon le besoin et ce que la personne avait envie aussi d'explorer. Et donc j'ai fait ça pendant quelques années parce que je pense que j'avais besoin d'un one-to-one aussi, de pouvoir transmettre vraiment de la personne à la personne. Et puis après, au bout d'un moment, j'ai eu envie de plus, de pouvoir transmettre au plus grand nombre aussi. Et en même temps, j'avais un peu fait le tour, donc un peu fait le tour de mon envie. Pas du sujet, parce qu'on peut faire ça toute sa vie, mais il y a des thérapeutes qui restent toute leur vie comme ça, et parce que c'est leur chemin et que c'est cool. Moi, j'avais envie d'explorer autre chose, surtout de me reconnecter plus à la nature encore. Donc j'avais un peu des rêves de yourte dans le Limousin, parce que je me souviens que j'avais fait du canoë-kayak quand j'étais petite, et que j'avais vu tous les arbres... Du Limousin, de la Dordogne, et ça m'avait... quand j'étais petite, je me souviens... J'ai très peu de souvenirs de mon enfance, mais j'ai le souvenir de lever les yeux sur ces arbres et tout autour de moi, ce côté paisible, cette nature luxuriante. Et du coup, j'avais envie d'aller vivre à l'intérieur de ça. Et j'avais envie d'une yourte, parce qu'une yourte, t'es pas coupé de la nature, tu vis un peu dans une grande tente confort, on va dire. Et là, je rencontre Benjamin, donc Benjamin Brosté, qui a été mon compagnon de vie pendant 8 ans et avec qui j'ai travaillé 12 ans. Et donc là, il faisait de la permaculture, il commençait juste à se faire former dans le domaine à l'époque, et il devait partir en Australie pour ça. Moi, je l'ai accompagné, moi j'ai été en Inde, et là, j'ai découvert la permaculture. Donc c'est ça que j'aimerais aussi beaucoup vous partager aujourd'hui, parce que ça c'est une mise en pratique pour tous les gens qui écoutent qui est très simple, parce que la permaculture c'est pas une technique de jardinage comme c'est beaucoup présenté en fait via les médias, c'est une philosophie de vie aussi basée sur des éthiques et des principes. Donc après on pourra développer un peu plus là-dessus, mais en voilà pour le résumé, entre guillemets. On a eu un organisme de formation en permaculture pendant plusieurs années avec une ferme pédagogique. Ensuite, on a accompagné, c'est jusqu'à ma dernière activité là, des entrepreneurs qui créent des entreprises régénératrices de l'environnement. Donc, toutes les personnes en transition qui sont en quête de sens dans leur vie personnelle et professionnelle. On a créé une communauté qui s'appelle Écopreneur, qui est toujours active aujourd'hui et que je viens de quitter quelque part au 31 décembre, là. Mais je reste toujours active dans la communauté, mais je travaille juste plus avec Benjamin pour faire d'autres projets. Mais en tout cas, Écopreneur continue. Et là, moi, je faisais du coaching en développement personnel pour ces personnes-là. Et Benjamin était plus sur le côté technique, pour que quand on devient entrepreneur, en fait, c'est hyper important de ne pas travailler que le côté entrepreneurial, mais de travailler aussi le côté dev perso. Bon voilà, j'ai essayé de... C'est un peu long, mais... Non, t'as répondu à mes questions sans que je les pose, donc c'est parfait. Je pense qu'on peut rentrer dans le vif du sujet de la permaculture maintenant. Est-ce que tu peux nous donner déjà une définition de ce que c'est vraiment la permaculture ? Comme tu le disais, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est des techniques de jardinage. Et voilà. Ouais, donc effectivement, c'est pas du tout des techniques de jardinage. C'est vraiment... moi, j'aime bien, au lieu de donner une définition compliquée, je vais le faire vraiment avec mes mots.
c'est surtout une science de design. Alors ça fait un peu peur quand on dit science de design, mais non en fait, c'est juste arriver à réfléchir, à conceptualiser sur des espaces pour plutôt qu'ils soient régénératifs quand on arrive au lieu que de dégénératifs. L'être humain, quand il arrive quelque part, il prend, il puise et déjà il n'observe pas ce qu'il y a autour de lui, il agit tout de suite de manière très contrôlante. Alors c'est pas du tout la définition que vous pourrez trouver sur internet parce que c'est pas ça. Benjamin, c'est pareil, vous donnerez pas la même. Moi je vous donne un peu la mienne. Parce que c'est surtout pour en arriver que ça vous soit utile en fait, et puis par rapport à ce que nous on a envie de parler toutes les deux pour ton audience sur le côté résilience. Donc c'est pour ça que je l'aborde de cette manière. Et donc en fait l'idée c'est d'avoir justement un impact régénératif sur un espace au lieu de dégénératif, d'être attentif, les 3 éthiques de permaculture. Je dirais que je résumerai à ça, ça va être beaucoup plus simple que de partir dans 15 milliards de trucs. C'est être attentif à la terre, être attentif à l'humain et la redistribution de surplus. Ça, c'est les 3 éthiques de permaculture. Donc, du coup, être attentif à la terre et à l'humain, du coup, c'est très intéressant, bien évidemment. Et la redistribution de surplus, elle n'est pas forcément sur le fait de donner de l'argent ou quoi, ça peut être un surplus de légumes, un surplus d'amour, un surplus de temps. En fait, considérer que dans sa vie, y a une petite partie de sa life qui est dans la redistribution, où tu vas pouvoir offrir quelque chose que toi tu peux offrir dans ton propre écosystème de vie. Et souvent, les gens dans les collégies ont un gros problème avec le rapport à l'argent, le fait de gagner sa vie parce qu'ils culpabilisent. Mais en fait, l'argent, c'est de l'énergie. Et que, aujourd'hui, il y a de l'argent dans le système dans lequel on vit. Donc, faut se servir. Moi, j'aime bien dire, faut jouer avec le game. Voilà. Et pouvoir bien gagner sa vie, c'est cool parce que ça te permet d'avoir accès à plein de choses, de manger des bons légumes. Et ces bons légumes-là, ils coûtent cher parce qu'un maraîcher, il a passé plus de temps. Donc, il faut plus d'argent pour ça. Si tu veux un sac plutôt éthique, ça va pas être un sac de Chine à 2 balles. Donc. Mais dans l'idée, ça sert de guidance, en fait, pour aborder sa vie. Et tu peux designer autant un espace de vie sur lequel tu arrives, où tu vas faire construire ta maison par exemple, ou alors un lieu, un centre de soins par exemple, ou alors tu vas designer aussi ta vie. Donc ça revient un peu aussi à c'est quoi tes objectifs, c'est quoi ce que tu ressens, enfin tout ce que vous pouvez entendre sur poser ses goals, machin et tout ça, enfin voilà, designer vraiment ta vie. Et de ces éthiques découlent des principes. Et il y a plusieurs principes qui sont très intéressants et on peut les appliquer autant dans la nature que dans la vie. Par exemple, quand on dit un élément en permaculture, plusieurs fonctions, je vais prendre l'exemple de la poule parce que j'adore cet exemple. Si on considère, évidemment, ne soyez pas offusqués, que la poule est un élément, mais c'est pour pouvoir expliquer qu'est-ce que va pouvoir apporter cet élément et quelles sont les différentes fonctions que la poule va pouvoir apporter. La poule, déjà, elle va, si vous avez un jardin, elle va pouvoir, en gambadant, gratter le sol, chier sur le sol, donc vous préparez votre sol. Donc on utilise beaucoup les poules. En plus, elles adorent ça, être dans différents espaces, parce que dès qu'elles arrivent dans un nouvel espace, elles sont trop contentes, faut qu'elles grattent, faut qu'elles cherchent les vers de terre et tout. Donc elles kiffent en fait changer d'espace. Et en même temps, en permaculture, on déplace les poules pour qu'elles puissent préparer le sol. Et donc, l'idée de la permaculture, c'est aussi un peu de faire le moins d'efforts possible et d'optimiser quoi. Donc la poule, elle va préparer un sol par exemple. La poule, elle peut avoir, si vous avez votre poulailler dans votre serre, elle va apporter de la chaleur. Donc elle va réchauffer votre serre si vous avez besoin de la réchauffer et que vous êtes dans le Limousin par exemple. Ça caille. Elle va apporter des plumes. Moi je sais que je faisais plein de petits coussins avec les plumes des poules. Elle va apporter des œufs. Donc elle va apporter une source d'alimentation si vous mangez des œufs sur ce plan-là. Elle peut apporter de l'amour parce que vous allez les voir tous les jours et que voilà, ça va être sympa et intéressant. Donc voilà, on a plusieurs fonctions qui sont remplies par un élément, plusieurs fonctions.
Et donc ça, on peut l'appliquer dans plein de choses, comme favoriser la diversité. Par exemple, si on a une monoculture, s'il y a une maladie, tous les arbres vont mourir, admettons. Alors que si on a une forêt avec différents arbres fruitiers, par exemple, une forêt fruitière, eh bien l'écosystème va être en équilibre. Et donc du coup, si on a une maladie, il y aura des ravageurs, il y aura plein de choses. Tout va s'équilibrer en fait, et ça va pas, tous les arbres vont pas mourir. Donc favoriser la diversité, si on prend cet exemple dans votre vie, eh bien c'est aussi favoriser la diversité de sources de revenus, si on veut l'appliquer dans sa vie. Donc une personne, elle peut avoir son activité professionnelle comme ça, elle peut avoir un petit peu d'immobilier, elle peut avoir autre chose. Et en fait, je sais pas, un petit peu de crypto, j'en sais rien, c'est le monde des cryptos en ce moment. Mais l'idée, c'est de favoriser la diversité pour obtenir la résilience. C'est-à-dire que si on a un pilier de quelque chose qui rompt, et ben on a les autres piliers qui sont présents. Et donc, du coup, le système ne s'effondre pas. Et c'est ça aussi, la permaculture, c'est aussi avoir de la résilience, quelque part. Là, je voudrais que tu nous dises vraiment comment appliquer ces principes-là de manière holistique, on va dire, sur tous les pans de notre vie. Tu as commencé un petit peu à le faire sur le business et... Est-ce que tu as d'autres exemples? Ouais, d'autres exemples. Par exemple, l'un des principes, c'est le problème et la solution. Donc, quand dans notre vie, on rencontre un obstacle ou un problème, ce qu'on considère comme un problème, quelque part, eh bien, plutôt se dire, ok, du coup... alors, je vais prendre un exemple tout bête. Vous arrivez dans une salle d'attente, c'est blindé. Vous allez attendre 3 plombes avant que le médecin puisse vous prendre. Voilà, une situation où un bel embouteillage. Eh bien, on va dire c'est un problème, ça fait chier, il va falloir attendre 3 plombes. La solution, c'est quoi ? C'est de le transformer en une opportunité. De se dire, ok, très bien, je vais être dans cette salle d'attente pendant 45 minutes ou 2 heures. Je vais me faire un petit automassage. Comme ça, des mains, je vais faire un exercice de respiration, voilà. C'est un exemple. Un autre exemple pour le problème et la solution, c'est que je discutais avec une copine l'autre jour qui voulait quitter son cabinet d'architecte, qui me disait j'aimerais bien quitter tout de suite, et en même temps, c'est pas forcément possible peut-être si j'arrive pas à trouver quelqu'un qui me remplace. Et donc, vu qu'elle est très jeune et qu'elle a encore une petite expérience, quelque part, elle aimerait quitter tout de suite le truc, mais si c'est pas le cas, je lui dis profite en fait de prendre encore un max d'informations, de prendre un max observe, parce que quand tu vas te mettre à ton compte, du coup tu vas pouvoir te servir de tout ça, etc. Donc n'importe quel problème qu'on peut considérer comme problème gros ou petit, on peut en faire une solution, trouver une solution et le transformer à son service. Ça, c'est un exemple, par exemple. Et si on le prend sur un terrain, le problème, par exemple, d'avoir un terrain qui est très en pente, par exemple, c'est un problème parce que quand il va pleuvoir, l'eau, elle va couler très très fort et elle va emmener tous les nutriments sur son passage. Donc du coup la terre ne sera pas fertile sur cet endroit. La solution, c'est justement peut-être de planter tout en bas des choses, parce que c'est là où il y aura un max de nutriments. Donc quand on a un truc qui nous dit merde, ça fait chier, au contraire, peut-être que en fait ça stimule aussi de se dire ok, comment je peux le transformer en une opportunité. Ça enlève l'énergie de ça fait chier, c'est un problème, et moi je me dis toujours ok putain, mais qu'est-ce que je peux faire avec ça en fait, c'est trop bien. Je vais le transformer de manière à ce que ça soit à mon service en fait. Donc ça, je trouve que c'est un bon exemple pour le quotidien. On a aussi dans les principes de permaculture, tout se jardine. Donc j'aime bien cette phrase parce que du coup les relations aussi se jardinent, on va dire. C'est intéressant d'en prendre soin, de se rendre compte de comment on peut s'améliorer dans nos relations si on est un peu plus à l'écoute des autres, de ce qu'ils essayent de nous dire, quand on observe l'impact qu'on a sur une personne en étant en contact avec elle. Voilà, jardiner ses relations, jardiner sa vie,
jardiner aussi son jardin, son environnement, prendre soin en fait. Donc ça c'est pareil, quand on peut s'écrire aussi ses principes chez soi par exemple, et puis se dire tiens, qu'est-ce que ça éveille en moi, tout ce jardin. C'est intéressant. Il y a le principe intégré plutôt que séparé aussi. Donc les gens en général quand ils arrivent, ça j'ai pu beaucoup l'observer quand on faisait des designs de permaculture, les gens ils ont tendance des fois à séparer les choses ou à vouloir enlever des trucs. Je donne un exemple très concret, des gens qui voulaient faire du maraîchage, planter énormément de choses, partir en live dans plein de trucs au taquet, alors que sous leurs pieds, il y avait des tonnes de millepertuis qui poussaient naturellement sur le terrain, et il y avait une autre plante, je ne sais plus laquelle c'était, et comme on leur disait, mais observez déjà, vous avez tout ça qui est disponible et vous n'avez rien fait en fait. Vous avez juste à les cueillir et les faire sécher. Tu as une récolte de millepertuis déjà, tu peux la transformer et tout ça. Donc intègre ça dans tes futurs projets parce que c'est hyper intéressant au lieu de vouloir tout désherber, tout virer et utiliser en plus de l'énergie et du temps pour nettoyer tout ça alors qu'en fait c'est un cadeau quoi, tu vois. Et intégrer plutôt que au lieu de séparer, nous qui vivons à Bali, entre les Balinais et les expatriés, c'est plutôt quand même assez séparé et que toutes les deux, on aime bien plutôt intégrer en plus que séparer. Et en plus, intégrer plutôt que séparer, on vit sur leur terre déjà, donc c'est quand même intéressant de vouloir s'intégrer. Et puis en même temps, on apprend différentes choses, on apprend différentes cultures. Et quand on est dans un écosystème quelque part, c'est hyper important de s'imprégner de la vibration de la terre où tu es, même de manger les plantes qui sont, ça aussi en naturopathie, pour avoir travaillé en Ayurveda, souvent on conseillait beaucoup de plantes qui étaient des plantes qui n'étaient pas d'ici en fait. Moi ça m'a toujours un peu gênée, donc j'essayais beaucoup de trouver des équivalents sur place en fait. Et le fait de manger et de s'intéresser aux plantes sauvages, là j'en mange deux, des espèces d'épinards et une autre plante aussi sur place, parce que c'est manger un peu la vibration du sol d'ici aussi. Et donc ça c'est intéressant pour la santé aussi. Donc voilà, c'est plein de petits exemples. Vous pouvez retrouver les éthiques et les principes de permaculture si vous allez aussi sur permaculturedesign.fr et vous avez plein de choses à télécharger gratuites si ça vous intéresse. Donc, mais voilà un peu comment on peut se dire chaque situation qu'on vit par rapport à ces principes, ça nous permet de philosopher un peu sur notre vie en fait et de voir un peu comment l'aborder d'une manière différente pour avoir plus de conscience. Trop bien, ça donne vraiment envie et t'as fait une bonne transition en commençant à parler de Bali parce qu'effectivement en plus de la permaculture j'avais vraiment envie qu'on partage du coup notre vie à Bali, enfin en tout cas ta vie à Bali et tes actions du quotidien pour justement avoir un mode de vie respectueux, intégré et pas tomber dans ce modèle très répandu néocolonialiste des expats ici. Et comment du coup avec tous ces principes d'éthique de la permaculture, comment tu les appliques aussi dans ton parcours d'expatriation à Bali? C'est vrai que ça m'a beaucoup, évidemment, quand on arrive sur une terre comme ça qui n'est pas la nôtre et puis avec tout ce qui peut se passer, tout ce qu'on peut voir, qui est des fois difficile, parce que c'est pas notre culture aussi. On en parlait hier, des fois ils sont différents, on est différents d'eux, ils sont différents de nous, et donc du coup il peut y avoir des choses comme, j'imagine eux chez nous, qui leur fait bizarre ou qui comprennent pas trop. Je pense qu'ils se foutent bien de notre gueule aussi. C'est clair, souvent. Clairement. Quand ils voient toutes les filles en maillot de bain sur les scooters à Canggu, ils doivent se marrer, pas forcément être plus offusqués que ça parce que je pense qu'ils ont l'habitude. Quand on dit habillez-vous les filles, restez pas en maillot de bain sur vos scooters et tout, c'est même pas tant un manque de respect pour la culture, c'est plus que
les locaux ils se fendent la poire, quoi. Ils nous trouvent ridicules, quoi. Donc c'est... Ouais. D'ailleurs, je suis tombée, c'est Wayane qui me fait des massages régulièrement, qui m'a montré un Instagram où il se fout que de notre gueule en fait. Chengdu Paul. Je sais plus comment ça s'appelle, et genre il y en avait un sur un scooter l'autre jour, j'étais morte de rire, et habillée en mode maillot de bain, machin, qui allait à la danse statique, qui était en train de se secouer sur son scooter. Donc oui, ils se fendent bien la poire aussi sur notre pomme. Donc, et en même temps, souvent, voilà ce que moi j'ai pu remarquer, et toi aussi, on en a déjà parlé ensemble, c'est le fait que bah, voilà, il y a des soirées expat, il y a des soirées entre balinés, quoi. Et du coup, il y a rarement de balinés, par exemple, en tout cas, et puis dans le sens inverse, qui sont invités, en fait. Voilà, donc il y en a quand même, bien évidemment, mais c'est pas très fréquent. Et du coup, bah, moi, ça c'est un truc auquel... j'ai eu envie tout de suite d'intégrer, de m'intégrer déjà, et c'est pas plutôt de les intégrer, c'est surtout de m'intégrer, et en même temps d'aller à leur rencontre. C'est pas toujours facile. Alors en plus, moi j'ai la barrière de la langue puisque je maîtrise pas vraiment encore l'anglais correctement, on va dire. Donc voilà, mais en tout cas, ça c'est ça m'a beaucoup fait réfléchir sur tous les jugements que j'ai pu entendre, tu vois, en France, notamment sur la population tunisienne et marocaine, quand on entend dire « ouais, ça fait 20 ans qu'ils sont là, ils parlent toujours pas la langue, ils s'intègrent pas, etc. » Et ben ouais, c'est bien beau de le dire quand toi t'es dans ton pays et que t'as ton petit cul dans ton canapé et tes petites choses que tu connais. Mais en tout cas... quand t'es pas chez toi, ben, même si t'as une volonté de vouloir connaître les traditions, apprendre la langue, et tout ça prend du temps aussi. Donc il faut avoir tout ce temps-là aussi dans son planning, parce que tout est nouveau en fait, et il faut avoir une vraie volonté, et c'est pas forcément toujours évident de tout ça. Mais en tout cas, pour moi, c'est quelque chose de très, très, très important d'utiliser ça au quotidien et de prendre soin de soi. Donc ça, c'est pour la partie, on va dire, plus humaine. Après, la partie écologie, faut bien se rendre compte que là, moi j'ai bien conscience de ça, mais j'ai eu un très bon exemple, c'est par exemple mes déchets, mes propres déchets. C'est des choses auxquelles je fais très attention depuis des années. Mes déchets, ça fait 20 ans que je pense que j'ai une empreinte sur les déchets. Déjà, j'ai eu pendant... Il n'y a que maintenant ici que j'ai pas de toilette sèche, mais moi, ça fait 15 ans que je suis en toilette sèche déjà. En France, en tout cas, j'étais en toilette sèche. Après, je fais attention à la majorité de choses que j'achète pour avoir le moins de déchets possible. Je suis pas du tout zéro déchet parce que... pour moi, c'est pas possible non plus. Et puis, il y a des fois, en fait, c'est toujours trouvé. Je suis pas dogmatique, comme je te disais. Et comme tu sais, à un moment donné, si on est ultra rigide, on se rend malheureux. Et puis, on est sans cesse en train de se prendre la tête. Donc, l'idée pour moi, en tout cas, c'est ma vision, c'est d'avoir conscience de ce qu'on fait un maximum. D'avoir une empreinte la moins importante le plus possible, mais après sans non plus tomber dans des extrêmes. Alors du coup c'est rigolo parce que justement on était en train de parler de tout ça et on a mon propriétaire, aujourd'hui c'est le jour d'une grande cérémonie Galungan, voilà, qui a frappé pour venir. Ils sont toujours adorables, ils viennent donc dans la maison que je loue pour faire les cérémonies, les prières, pour m'apporter toujours aussi, ils disent prospérité, abondance, donc c'est vraiment très mignon de leur part parce que ils viennent toujours offrir des choses sur mon bureau et tout ça, enfin, c'est vraiment trop cute quoi. Pour revenir au côté écologique, par exemple, il faut savoir que les îles, c'est très fragile. J'ai fait aussi pas mal d'interventions avec Benjamin sur l'île de la Réunion il y a plusieurs années où on avait fait des formations en permaculture. On avait donné des formations en permaculture là-bas. Donc l'écosystème tropical et les îles, c'est un système que je connais un peu et c'est assez fragile. Et les pollutions aussi, il y a beaucoup d'impact parce que évidemment, souvent la gestion des ordures, par exemple, elle est très mal faite. Là, elle est quasiment inexistante, donc dès qu'on va se balader un peu partout, il y a des ordures partout, t'as vu, c'est dégueulasse, ça fait trop de la peine. Et moi, ce que j'essaye en tout cas de transmettre aux gens que je croise ici, c'est l'impact de ce qu'on achète, parce qu'ils sont pro-plastique aussi, un peu comme en Inde. Donc du coup, si on peut peut-être... D'ailleurs, même ils se foutent un peu de nous de temps en temps quand tu es au supermarché, nos plastic bags. Ils rigolent des fois, mais en même temps... pour eux, le plastique, c'est un truc un peu de luxe. C'est ça. Genre, j'ai été dans un mariage et tout était emballé dans du plastique.
sur les tables. Parce que pour eux, c'est ça qui est esthétique et c'est ça qui fait moderne et luxueux, on va dire, et classe, quoi. Et classe. Comme les toilettes sèches, par exemple, quand on essayait de leur en parler à l'île de la Réunion, ça les ramenait vachement au temps ancien, etc. Donc pour eux, c'était pauvreté, etc. Alors que, non, c'est juste pas gaspiller ton eau potable. Mais voilà, donc il y a ce truc-là. Donc, du coup, c'est ça que je trouve aussi intéressant dans le fait que le monde change aussi et qu'aujourd'hui, on est amené à se mélanger de plus en plus avec Internet, avec le fait de pouvoir travailler dans le monde entier et tout. On se mélange beaucoup plus facilement. Et si on prend justement, pour en revenir, favoriser l'effet de bordure aussi en permaculture, c'est l'écosystème de chacun. Quand vous prenez deux champs, la zone la plus fertile, c'est au milieu, entre ces deux champs en fait. L'être humain, c'est pareil, on dit souvent en permaculture 1 + 1 = 3. C'est le tatouage que j'ai fait d'ailleurs il n'y a pas longtemps. Que du coup, cet effet de bordure, il est très riche. Donc nous, si on peut leur apporter un peu de conscience par rapport à ça, sur le plastique par exemple, en faisant nos courses, parce qu'ils rigolent pas tous, il y en a plein qui commencent un peu à avoir conscience de ça. Et donc moi, j'ai un peu fait comprendre, justement, pour en revenir à ce que je disais avant, un peu à mon propriétaire, c'est que quand il m'a dit, quand tu as des ordures, tu me les donnes, je m'en occupe. En fait, je me suis aperçue en ouvrant le portail du fond de mon jardin, qu'en fait, pour lui, s'en occuper, c'était le mettre dehors, par terre. Donc j'ai vu toutes mes ordures, depuis le début que je suis là, à terre, qui étaient aux prochaines pluies, dans les pluies qui tombaient dans la rivière, par la suite. Donc j'ai conscience que j'en consomme beaucoup moins que la majorité des gens, mais même en consommant beaucoup, beaucoup moins, j'avais quand même acheté quelques trucs parce que du coup aussi c'était nouveau ici, parce que par exemple je consomme énormément de lait végétaux. C'est bien le déchet pour moi qui est le plus important dans mon quotidien, parce que le lait végétal c'est à chaque fois une brique qui part, voilà. Et du coup ça faisait un moment que j'avais pas, j'utilise l'argile aussi pour me soigner, pour plein d'autres choses, pour moi, pour les animaux depuis des années. Du coup, j'ai été refaire mon petit dentifrice à l'argile, parce que ça consomme aucun de tube plastique en fait. C'est de l'argile, de l'eau, je vous invite vraiment à le faire. Vous trouvez cette recette franchement sur internet en 2 clics. Une petite goutte d'huile essentielle de menthe ou autre chose, etc. Et puis ça y est, vous avez du dentifrice quotidiennement. Et puis vous n'avez pas d'emballage. Utilisez des savons aussi, ça peut paraître tellement simple, mais arrêtez les gels douche, quoi. Vous cumulez tous vos gels douche sur l'année, mais c'est un non-sens total. C'est un non-sens total, quoi. Et tu te rends compte, c'est que le gel douche. Surtout que dans le gel douche, tu payes pour le plastique et pour du savon qui est remis dans de l'eau, alors que tu pourrais juste acheter une brique de savon et... C'est dingue. Donc en fait, c'est à chaque fois où je suis quelque part, j'essaye de partager ces choses-là, qui sont des petits gestes simples, mais déjà, si chacun faisait ces petits gestes, la quantité de déchets en moins, elle serait juste énorme. Et en fait, c'est bien beau de réfléchir à plein de solutions pour essayer de comment traiter ça, mais c'est à la source en fait. Déjà, consommer moins en fait. Je suis pas pour la sobriété heureuse non plus, entre guillemets. C'est sympa d'être plus sobre, bien sûr, mais je veux dire, j'ai pas envie de tomber dans un extrême. Si j'ai un truc qui me fait plaisir, j'ai aussi envie de pouvoir le vivre, me faire plaisir. Mais c'est juste que j'abuse pas. C'est pas une consommation à outrance. Il y a une différence entre... Après, s'il y a des gens qui... Moi, j'admire les gens qui sont en mode ultra... qui consomment très, 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 très peu. Mais ça dépend comment tu vis, ça dépend où tu vis, ça dépend de ce que tu fais, ça dépend de plein de choses. Et aussi, ce que je voudrais aborder, pour rebondir là-dessus, c'est la tolérance. Parce que moi, j'ai organisé des stages de permaculture, donc j'avais un centre de formation pendant des années avec Benjamin. Et du coup, la première chose que je voyais arriver dans les groupes, c'était l'intolérance. C'est-à-dire qu'on fait du yoga, on fait des pratiques spirituelles, on fait machin, mais on ne peut pas blairer l'autre parce que l'autre, t'as vu ce qu'il mange, t'as vu ce qu'il fait, t'as vu... Et moi, c'était les premières choses que je disais dans le stage. Je leur disais, arrêtez de vous comparer, en fait. Si quelqu'un n'est pas au même, entre guillemets, niveau, j'aime pas ce terme, mais fait pas sa machine à laver avec son vélo et son moteur, c'est ok, en fait. Sois content que cette personne-là, elle arrive peut-être de Paris, mais a fait sa transition. Que quand tu as 3 gamins, que tu débauches de ton taf à Paris et que tu arrives chez toi et qu'il est 20h30, excuse-moi si tu fais pas ta confiture, tu vois. À un moment donné, tu vois, faut arrêter de critiquer tout le temps tout le monde.
il y a plein de gens qui ont envie de faire plein de gestes, plein d'efforts et tout, mais selon ce qu'ils vivent, ils peuvent pas tout le temps tout faire. Donc c'est des transitions qui se font au fur et à mesure. Et puis quand on prend la vie de chacun, moi j'ai peut-être plein de gestes comme ça, mais je prends peut-être plus souvent l'avion aussi que certaines autres personnes. Je veux dire, on peut passer sa vie à se reprocher tous des choses. Si chacun en met un peu plus de conscience et qu'on essaie de faire attention, déjà, mais rien que ça serait un impact de dingue en fait. Donc faut pas sous-estimer notre pouvoir, parce qu'on est très nombreux sur la planète à faire des choses pas cool, mais on peut être très nombreux à faire des choses très cool aussi. Et du coup, ça changerait énormément la donne. Oui, bien dit. Merci pour ton optimisme. On en a bien besoin. Ouais. Je crois que tu avais un dernier message à faire passer sur tout ça, notamment sur la résilience. Une dernière punchline. Ah oui. Sur la résilience, en fait, ce que je voulais dire, c'est que on a tout en nous, en fait. Alors, c'est facile à dire en mode comme ça, mais ce que je veux dire, c'est intéressant de ne pas se sous-estimer. Quand on est en survie, quand on est... En fait, faites-vous confiance aussi, c'est hyper intéressant. Quand on fait quelque chose avec le cœur, par exemple, j'ai beaucoup entendu dans les formations de massage, oui, mais si t'es pas formé, tu te rends pas compte, tu peux faire n'importe quoi. Non, quand on touche quelqu'un avec le cœur, on fait pas n'importe quoi, on va pas lui déboîter l'épaule. Enfin, je veux dire, à un moment donné, c'est bien les diplômes, c'est bien les trucs, mais si vous ressentez quelque chose, si vous sentez que vous pouvez apporter quelque chose, faites confiance à votre cœur et à votre énergie. Donc pour moi, la résilience aussi, c'est de se dire des fois... Moi, je l'ai travaillé très tôt parce que j'arrivais pas à retenir à l'école, parce que j'étais une grosse brêle à l'école, parce que voilà, donc il a fallu que j'apprenne à être résiliente très tôt et à trouver des solutions très tôt pour obtenir ce que je voulais ou aller où je voulais aller. Donc pour moi, c'est ça la résilience, c'est-à-dire que tu peux étudier tous les bouquins du monde, si tu es complètement déconnecté de ce que tu ressens et que tu sais pas trop quoi faire, et le jour où tu as pas l'information, où tu as pas le livre, où tu as pas le truc, où tu as pas la recette magique, tu sais pas quoi faire. C'est comme arriver à cuisiner sans recette de cuisine. Plein de gens savent pas faire. Pour moi, c'est une petite résilience. T'es pas dans danger si tu sais pas cuisiner, mais ce que je veux dire, c'est un très bon exemple. Ne pas savoir cuisiner avec ce qu'on a dans notre frigo, par exemple, c'est laisser aller sa créativité, c'est laisser aller sa résilience. C'est un exemple où là, ça te met pas en danger faire la cuisine, mais c'est pour donner un exemple que, en fait, laissez-vous porter par le flot, et que si vous rencontrez quelqu'un qui est en crise de panique aussi, par exemple, que t'es pas médecin, que tu sais pas quoi faire, etc., juste essaie de prendre la main de cette personne, essaie de respirer avec elle, essaie de te connecter avec cette personne, d'envoyer du love, de l'amour, etc. Et puis après, on entend ce qu'on doit faire en fait. Donc c'était ça que je voulais parler sur la résilience, et aussi le fait de faire plein d'expériences comme les jeûnes, les expériences spirituelles, physiques, etc. nous dit, moi la première chose à laquelle j'ai pensé après avoir fait un jeûne, c'est que je me suis dit, en fait je peux vivre sans manger en fait. C'est possible. Donc on a peur de manquer de nourriture, etc. En fait, notre corps, il a des ressources énormes. Donc surtout se dire qu'on est résilient, quand on observe la nature, quand on observe notre corps, on se coupe, on cicatrise. On a une résilience très importante, mais si on se coupe de ça, parce qu'on a peur de ne pas savoir, de ne pas comprendre, du coup on se coupe aussi un peu de notre propre résilience. Et moi, j'essaie toujours de m'imaginer, ok, si t'étais en pleine nature et que t'avais plus rien, tu ferais quoi en fait ? C'est ça la vraie question. Je trouve, en tout cas. Ouais. Parce que demain, avec les problèmes économiques qu'on a, de climat, de machin, il peut nous arriver n'importe quoi sur la gueule. On peut se prendre un tsunami et plus rien avoir à manger. On peut plus avoir de thunes sur notre compte. Le système financier peut être effondré. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu fais en fait ? C'est la définition de l'intelligence que j'ai lue dans le livre de Mélina Roussel, Naturo-Vegan, qui parlait en fait par rapport à l'intelligence des animaux. En fait, la définition de l'intelligence, c'est de s'adapter à son milieu. Donc, quand on essaye de hiérarchiser l'intelligence des humains versus les animaux, en fait, on se rend compte que non seulement les animaux sont au moins aussi intelligents que nous, voire plus. Mais voilà, je voulais rebondir là-dessus parce que ce que tu dis, effectivement, c'est la définition de l'intelligence, et la permaculture, c'est l'intelligence, en fait, tout simplement aussi, quoi. Oui, et puis la permaculture, on réinvente pas la roue, c'est aussi
c'est ça que j'aime bien dans la perma, c'est alchimiser les savoirs anciens, mais ils n'étaient pas tous bons, les savoirs anciens. Hein, donc, ce que je veux dire, c'est que des fois, on a fait des impacts sur la nature très, très déplorables. Mais en tout cas, il y a des choses et des valeurs avec le monde d'aujourd'hui. Et quand tu parles de la résilience comme ça, je trouve ça très intéressant que tu précises ça, parce que moi, ça me fait penser tout de suite à l'intelligence émotionnelle. Comment tu fais? Moi, c'est ce qui m'a sauvée, et c'est ce qui fait que j'ai pu avoir autant de succès dans certaines choses aussi. C'est mon intelligence émotionnelle, c'est-à-dire que tu t'adaptes, comme tu viens de le dire, sur un milieu, sur un système, mais à l'autre que tu as en face de toi. Donc du coup, quand tu as quelqu'un, un être humain qui est différent de toi, tu essaies de comprendre comment il fonctionne, et puis tu communiques avec ses mots, avec ses valeurs, pour le rejoindre en fait. Et du coup, les relations aussi sont beaucoup plus... sont meilleures. C'est clair. C'est une très bonne définition de l'intelligence. Ouais. Est-ce que tu veux nous partager juste une ou deux petites ressources de type livre pour les gens qui, vu qu'on a vraiment abordé la permaculture sous le prisme un peu philosophique, est-ce s'il y a des gens qui veulent s'y intéresser et mettre en place concrètement dans leur lieu, dans leur maison, dans leur lieu de vie, ouais. D'autres ressources comme ça. Ouais, il y a le livre qu'a écrit mon ex-conjoint Benjamin, du coup, avec Christophe Curcy, qui s'appelle, du coup, que vous pouvez trouver, que vous commandez sur Internet. Vous pouvez commander sur Internet. Vous pouvez aller aussi sur le site permaculturedesign.fr, tout attaché. Et donc, sinon, le livre, c'est Méthodologie et outils clés du design en permaculture. Méthodologie et outils clés du design en permaculture, de Benjamin Broustet et Christophe Curcy. Donc là, vous verrez, il y a plein... Et puis alors, je vous invite à aller sur le site aussi permaculturedesign.fr, parce qu'il y a il y a le livre gratuit aussi à télécharger, un autre. Donc ça peut beaucoup vous apporter. Au niveau permaculture. Et un autre livre que j'aimerais vous partager, qui n'est pas en lien avec la permaculture, mais plus en lien avec la santé, là, et justement l'auto-libération, l'auto-guérison. Ça s'appelle La clé vers l'auto-libération de Christiane Berland. Je noterai tout ça dans la description de l'épisode. Super. Ce livre, il est génial. C'est comme un gros dictionnaire. Alors, il y a beaucoup de livres qui existent sur la symbolique des maladies et tout. Mais celui-là, je le trouve très, très, très subtil, parce qu'il explique aussi tout le pouvoir du mental. Comment... quand on a tellement eu peur des épidémies avec le Covid, par exemple... Et ça serait un autre sujet, mais je veux dire, se rendre compte que si vibratoirement on est complètement flippé, on a beaucoup plus de chances de l'attraper, et c'est prouvé même, je veux dire, par les faits. Les médecins, les infirmiers étaient en contact avec des gens à l'époque de la guerre, des pneumonies, des machins, de toutes ces... étaient en contact avec des malades en permanence. Et il y en avait une toute petite majorité qui était malade. La plupart des autres, ils étaient sur le front en train d'aider et de soigner les autres, alors qu'ils étaient en contact en permanence avec du sang, avec des déjections, avec tout ça qui pouvait être soi-disant contagieux. Mais ils tombaient pas malades. C'est comme une maman quand elle est en mode survivor avec son gamin. Elle n'est pas touchée par certains trucs parce qu'elle sait qu'il faut qu'elle reste en vie, quoi. Donc on a le pouvoir, en fait. C'est ça que je trouve très intéressant sur la résilience. Ça fait partie de la résilience aussi. Ça serait des longs sujets à explorer. On ne peut pas tout faire d'un coup. Mais dans ce livre, je vous invite à lire toute la première partie du livre avant de consulter la partie dictionnaire, on va dire, définition émotionnelle. C'est très, très intéressant, clairement. Merci. Et puis après, vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux. Alors pour l'instant, j'ai plus d'activité spécifique puisque je vais prendre du temps. J'ai arrêté ma dernière activité, mais je vais justement publier. Je pense avoir plus de temps pour publier des petites choses sur la vie. Voilà. Donc vous pourrez me retrouver sur mon Instagram qui s'appelle Aure, A-U-R-E. Je mettrai le lien aussi en description. Tu mettras les liens. Voilà. Super, parfait. Merci beaucoup d'avoir partagé tout ça, et j'ai hâte de voir comment tu vas transformer tes futurs projets et ce que tu vas devenir, et suivre le déroulement de ton futur chemin. Merci de nous avoir partagé tout ça. Merci aux auditeurs
d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. C'est un sujet qui me tenait à cœur et que j'avais hâte de vous partager et même moi-même d'en savoir plus. Donc peut-être que je vais, un de ces quatre, m'installer chez Aurélie pour qu'elle m'apprenne à régénérer la terre. Parce que c'est quelque chose aussi qui m'intéresse moi dans mon futur projet aussi, dans ma vie. Donc voilà, et n'hésitez pas à nous envoyer vos questions, que ce soit à moi ou à Aurélie sur Instagram, pour continuer la conversation avec vous. Merci en tout cas Louise pour ton invitation. Ça me fait super plaisir d'avoir passé ce moment avec toi et de pouvoir parler de tous ces sujets qui nous tiennent à cœur toutes les deux. Donc c'est trop cool. Et puis moi aussi j'ai hâte toujours de voir la suite de Croissante et de toi. De toute façon on est toutes les deux à Bali pour l'instant. Après tu vas peut-être repartir, mais bon, je veux pas spoiler, mais du coup on restera forcément en contact et c'est trop cool et merci pour tout ton travail et tout ce que tu fais, ce que je suis depuis longtemps maintenant que je regarde ce que tu fais et j'adore. Donc voilà, je vous invite à continuer à suivre Louise aussi. Yes, merci beaucoup. Merci à tous et à très bientôt, sûrement à la semaine prochaine, à lundi prochain pour un nouvel épisode. Bye. Bye.